Alors, bonjour pour les gens qui viennent de se joindre à nous. Juste pour vous dire que nous allons débuter dans quelques minutes. Je vous remercie d'être avec nous. On va débuter dans environ 2 minutes. Merci. Alors, bonjour Madame Leroux. On va débuter. Pardon, bonjour. Nous allons débuter dans environ 1 minute. Merci. Alors, bonjour, bienvenue à notre webinaire. Me fait plaisir de me présenter, Carl Viel, PDG de Québec International, et on est heureux encore une fois de faire cette activité, ce webinaire en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et Fiera Capital. Et sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à Steve Lavoie, président et chef de direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Alors, Steve, je te cède la parole. Merci. Alors, merci beaucoup, Carl. Alors, bonjour, Madame Leroux. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés avec nous aujourd'hui. Il nous fait plaisir de s'associer aujourd'hui avec Québec International pour présenter cette conférence qui sera sans aucun doute très intéressante. Nous sommes heureux de pouvoir recevoir des invités de la trempe de Madame Monique Leroux. Je suis certain que nous aurons droit à une rencontre qui nous permettra de penser comment notre sortie de crise pourra s'orchestrer. Notre invité a une feuille de route bien remplie. Laissez-moi en faire un survol rapide. Madame Leroux est une femme bien connue du milieu économique québécois. Sa contribution à la communauté d'affaires est reconnue et récompensée au Québec, au Canada, aux États-Unis et même de l'autre côté de l'océan, en France, avec les plus hautes distinctions. Elle est une administratrice, de société hautement convoitée. Elle est présentement vice-présidente du conseil de gestion Fiera et elle siège sur plusieurs conseils d'administration, dont celui de Couche-Tard. Elle a également été présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins de 2008 à 2016. En mai 2020, elle a été nommée à la tête du Conseil canadien sur la stratégie industrielle. Nous sommes très heureux et très chanceux de vous présenter aujourd'hui une conférence d'une femme aussi influente que Mme Monique Leroux. Nous sommes très enthousiastes de pouvoir connaître la vision d'une administratrice hors pair comme vous pour redémarrer, relancer et repenser notre économie post-COVID. Bonne conférence à tous. Madame Leroux, à vous la parole. Merci beaucoup et c'est un grand plaisir pour moi de me joindre à vous tous ce midi. Et donc, merci aussi des mots bien généreux à mon égard. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est avec quelques diapos, ce sera court, je vais tenter de vous donner un peu l'esprit avec lequel on a travaillé au moment des travaux du Conseil et aussi le contexte des propositions que nous avons mis de l'avant au gouvernement. Et ensuite, je pense qu'on va avoir ensemble un très bel échange avec Carl qui a certainement préparé de très, très bonnes questions. Alors,
avec l'équipe, donc, je pense qu'on a Marie-Josée qui m'aidera à cet effet-là. On va commencer avec une première diapo pour vous expliquer un petit peu le contexte de ce conseil-là, parce qu'il y a des éléments un peu particuliers dans sa construction. Alors, ça a été annoncé au mois de mai, on a commencé effectivement nos travaux au mois de juin. Et ce qui est intéressant dans la construction de ce conseil-là, c'est que nous avions un mandat à ce moment-là d'aller examiner les enjeux, les défis, les situations difficiles, parce que la visibilité, si on se reporte en juin 2020, n'était pas tout à fait celle qu'on a aujourd'hui. Et l'autre élément particulier était de se dire, est-ce qu'il y a des éléments de différence, d'enjeux, d'opportunités, dépendant des secteurs économiques où on se retrouve à travers le Canada? Donc, la construction de ce conseil-là, que vous voyez à l'écran, permettait de mettre ensemble un forum de personnes qui avaient comme un double rôle. Et je vais prendre un exemple de Rhonda Barnett que vous voyez. Son objectif était de participer aux travaux du conseil, mais en même temps de faire un lien avec le secteur manufacturier innovant ou manufacturier de pointe. Une autre personne, par exemple Murad Al-Kadib, que vous voyez, avait ce double rôle de participer aux travaux du conseil, mais en même temps de faire un zoom-in et des consultations plus pointues sur tout le secteur alimentaire. Donc, on avait cette dimension de pouvoir vraiment travailler à l'horizontale, parce que vous allez voir que certaines recommandations ont un effet qui n'est pas juste sectoriel, mais qui est vraiment transversale sur tous les secteurs, mais en même temps, on a pu creuser des éléments plus pointus sur chacun des secteurs que vous voyez à l'écran. D'ailleurs, notre rapport est comme un sommaire de ce qu'on a entendu avec énormément de consultations qu'on a faites. Ça a été l'autre élément particulier de ce conseil. Ça a été de dire, l'idée n'est pas juste d'avoir nos idées à nous, mais essayons de refléter dans le rapport ce que nous entendons à travers le Canada comme étant des enjeux, mais étant aussi des propositions. Et on a fait un très, très grand nombre de consultations. On a comme rejoint directement et indirectement à peu près 1000 entreprises et associations et groupes, ce qui est quand même assez substantiel. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire les échanges qu'on a eus avec appelons ça la grande région de Québec, avec des discussions qu'on a eues avec certaines personnes, et j'en profite pour remercier, peut-être sont-ils connectés avec nous aujourd'hui, Sophie Damour, à titre d'exemple de l'Université Laval et de ses multiples rôles, Clément Gignac, qui est venu nous donner sa perspective, Louis Têtu, qui est venu nous donner sa perspective, et bien entendu, le Mouvement des Jardins. Donc, voilà un peu la construction de ce rapport, et j'aurais envie de dire que ce n'est pas notre rapport, mais que c'est vraiment, et d'ailleurs, si vous prenez le temps d'aller y jeter un petit coup d'œil, c'est disponible sur le web, vous allez voir qu'on a tenu à intégrer toute une série de citations et de rapports qui nous ont été fournis par tous ceux et celles à qui on a parlé ou qui ont voulu nous parler. Alors, voilà pour la construction. Allons maintenant sur la façon dont on a construit nos recommandations. Et d'une certaine manière, je n'ai pas du tout la prétention de vous dire que ce rapport-là, finalement, touche tous les points qu'on devrait traiter, mais j'ai quand même la prétention de penser qu'il est toujours assez pertinent dans la manière dont il a été construit. Et je crois qu'il y a certaines recommandations spécifiques. Il y a à peu près une quarantaine de recommandations qui soutiennent cet aperçu, sans compter les recommandations spécifiques sectorielles. Donc, quand on met tout ça ensemble, je pense que quand le gouvernement fédéral a reçu notre rapport, parce que l'autre particularité qu'on s'est donnée, c'est qu'on a fait tout ça dans un horizon, puis ceux et celles qui me connaissent
savent qu'à un moment donné, j'aime bien qu'on se mette dans l'action. Donc, l'idée pour moi, puis pour mes collègues du Conseil, de faire un rapport pour 18 mois dans pleine situation de crise ne faisait pas de sens. Donc, on s'est donné un objectif de déposer tout ça au fur et à mesure au gouvernement fédéral, ce qu'on a fait à partir du mois d'août, et de déposer un rapport qui n'était peut-être pas parfait, mais qui couvrait assez large dès la fin du mois d'octobre. Alors, de façon à être pertinent et utile, et d'une certaine manière, c'est un peu l'image que je ferais. C'est un peu comme si on avait déposé, je suis une passionnée de cuisine, alors un gros livre de recettes pour lequel il y a des morceaux qu'on peut mettre pour l'apéritif jusqu'au dessert avec des conditions gagnantes pour avoir un bon repas ensemble. Permettez-moi cette image, même si on est dans une situation qui quand même est très sérieuse et qui mérite énormément de sérieux dans nos recommandations. Alors, la façon dont on a fait ce rapport a été de reconnaître dans un premier temps que nous avions à traiter et à se positionner mentalement en 3 phases. Et la première, c'est de se dire, puis franchement, on est toujours là-dedans. Comment on peut redémarrer l'économie dans un contexte où on bâtit la confiance des entreprises et des consommateurs? Puis je sais que vous avez regardé des éléments autant au niveau de la Chambre de commerce que Québec international sur la confiance. Et c'est assez fondamental parce que notre analyse nous démontre qu'on a une nouvelle normalité qui va faire que ce n'est pas vrai qu'au mois de juin de cette année, ou comme ce n'était pas vrai qu'on pouvait penser qu'au mois de janvier de cette année, ben, on avait la crise derrière nous et puis finalement, tournons la page, tout recommence comme avant. Donc, on est dans une nouvelle normalité et qu'est-ce qu'on doit faire à court terme, vraisemblablement jusqu'à un horizon 2022-2023, comment on se sort de ça, on rebâtit la confiance et un des éléments extrêmement importants ici, comment le secteur privé peut contribuer à appuyer le secteur public dans cette nouvelle normalité, cette nouvelle gestion de risque et dans cette contribution aux efforts de testing, puis aux efforts de vaccination et d'appui à la santé publique qui, d'une certaine manière, vont être des incontournables dans les mois qui sont devant nous. Et en fait, on croyait très pertinent de partager cette recommandation-là au mois de septembre et on constate qu'on est encore en train de se pratiquer à ce niveau-là, reconnaissant toutefois que le gouvernement du Québec a quand même pris là, un certain nombre de décisions et je pense que nous allons voir cette participation du secteur privé s'accélérer dans les prochaines semaines, ce qui est excellent. Et ça interpelle aussi les entreprises parce qu'il va y avoir un rôle de rebâtir la confiance chez les employés, chez les clients et sur une nouvelle façon, à certains égards, soit de travailler ou de servir la clientèle. Deuxième grand élément de recommandation, en fait, c'était, et c'est toujours pertinent, même si le gouvernement a agi, les gouvernements provinciaux aussi, il reste encore des morceaux sur lesquels on n'a pas encore tout à fait répondu au niveau qu'on aurait souhaité. C'est comment on peut stabiliser, sécuriser certains secteurs les plus touchés par la crise que nous avons dans l'économie, parce que, vous le savez comme moi, cette crise a la particularité de ne pas toucher d'une façon équivalente tous les secteurs économiques. Alors, on a des secteurs comme les compagnies aériennes, tout ce qui touche l'aérospatial, les aéroports, certaines parties des activités, appelons ça des ressources de l'avenir, entre autres dans l'Ouest avec le oil and gas, le tourisme, l'hospitalité, l'accueil et la culture sont vraiment des secteurs qu'on a consultés, pour lesquels on a eu énormément d'input et pour lesquels,
Et ça, ce n'est pas facile pour le gouvernement fédéral parce que de façon générale, au Canada, les programmes de soutien sont des programmes génériques. On n'aime pas arriver avec des programmes ciblés. Et dans ce cas-ci, ce que l'on dit, c'est que ça nous prend des programmes ciblés puisque certains secteurs, prenons les compagnies aériennes, ce n'est pas juste qu'on veut aider une compagnie et avoir un winner ou un loser, ce n'est pas du tout ça. Mais le secteur aérien est quand même dans un pays de la taille du Canada, voire même du Québec, quand on regarde les choses, est extrêmement stratégique sur l'angle à la fois industriel et sur l'angle économique. Et donc, on ne va pas se retrouver à un moment donné avec une industrie qui est complètement mise à terre, alors que d'autres pays, parce que le rapport nous a permis de faire une revue de ce qui se passait au Canada, mais aussi à l'étranger. Et donc, on a fait sur chacun de ces thèmes-là une comparaison, appelons ça des meilleures pratiques, ou du moins ce que d'autres pays faisaient. On a bien constaté que d'autres pays ont pris des mesures extrêmement significatives pour stabiliser ces secteurs-là, particulièrement le secteur aérien. Donc, j'ose penser qu'avec le prochain budget, on devrait être en mesure, j'espère même avant, c'est quelque chose qui, dans notre esprit, aurait dû être stabilisé dès l'automne dernier. Deuxième grand volet de la relance, c'est-à-dire on constate que la croissance économique a connu une chute extrêmement importante sur 2020. Et donc, la question, c'est de se dire comment on arrive à relancer cette croissance dans un contexte où on n'aura pas seulement des programmes de soutien, que ce soit le programme de subvention salariale, mais qu'on aille vers ce qu'on appelle des investissements structurants qui vont avoir un impact de renforcer la croissance sur un certain nombre de thèmes qui touchent tous les secteurs industriels. Et donc, ce qu'on a fait comme exercice, ça a été de regarder du point de vue fédéral ce qui nous semblait les programmes les plus pertinents, les plus efficaces. Et ça, on a eu beaucoup d'input des consultations qu'on a faites. Et en même temps, on s'est tapé les rapports qui ont été faits, que ce soit par Dominic Barton ou d'autres, sur ce qui semblait être les éléments les plus porteurs pour le Canada. Et donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il existe déjà des programmes en talent, des programmes en innovation, financement R&D. Il existe des programmes sur le plan du capital, des infrastructures stratégiques, et on a bien insisté à la fois numérique et physique, des questions sur la réglementation et l'approvisionnement stratégique, pour lequel on en est venu à la conclusion qu'il nous faut soit étendre, soit accélérer ou agrandir l'accessibilité de ces programmes-là pour donner un boost, en fait, à l'économie canadienne. Donc ça, on s'attendrait. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites avec la Banque d'infrastructures, si je prends cet exemple-là, l'accès sur l'Internet haute vitesse et les capacités en termes de broadband pour faire en sorte qu'on puisse déjà agir sur ces points-là, mais je m'attends à ce qu'il y ait des développements additionnels ou des mesures additionnelles sur certains programmes annoncés par le budget. On pourra revenir sur la question du capital parce que je crois que nous avons quelques avantages stratégiques à ce niveau-là au Québec. Finalement, on s'est dit qu'une crise comme celle-là a simplement accéléré les impacts de certains défis que nous avions avant qu'on rentre dans la crise et que cette crise-là, avec tous les impacts que ça a, devrait nous amener à repenser notre économie par une vision économique à plus long terme et avec des perspectives où on bâtit sur nos forces et en même temps, on corrige certains défis. Et pour ça, on s'est dit, notre grand objectif, on devrait viser à avoir une vision qui vient renforcer la dimension compétitive de notre économie, la productivité de nos entreprises, la résilience de notre économie et de nos entreprises et comment on peut créer plus de richesses
au Canada avec des entreprises canadiennes qu'on aide à grandir et qu'on aide à se développer et à se positionner comme leader à l'échelle mondiale. C'est vraiment la philosophie qu'on a pris et on a aussi, bien entendu, regardé toutes les réflexions qui se faisaient dans certains pays qui se sont dotés d'une stratégie industrielle ou d'une politique industrielle qui ne vise pas à choisir, encore une fois, qui vont être les entreprises gagnantes et perdantes, mais qui vise à renforcer des piliers de développement avec un programme sur certains thèmes publics, d'investissement public et privé, sur des thèmes qu'on pense extrêmement porteurs, comme l'économie numérique, toute la question du positionnement du Canada dans le secteur des ressources, de l'énergie, avec une philosophie ESG, donc environnementale, sociale et gouvernance, dans le domaine évidemment aussi des technologies propres qui sont absolument essentielles. Comment on peut continuer de renforcer notre secteur manufacturier à haute valeur ajoutée, particulièrement si on va dans le détail dans le secteur des sciences de la vie et de l'aérospatiale. Et finalement, comment on peut tirer avantage d'un positionnement en agroalimentaire qui devrait faire du Canada une zone quasiment d'autosuffisance à certains égards, mais qui peut aussi positionner le Canada, nos entreprises canadiennes, pour, au fond, alimenter le monde. Voilà en gros l'esprit et on s'est dit que tous les secteurs industriels, quand on rentre dans le détail de tout ça, sont interconnectés par ces 4 piliers et on pense qu'on a la capacité de créer des leaders canadiens, québécois. En fait, on n'a pas tant de grandes entreprises canadiennes à l'échelle mondiale. Somme toute, on en a peut-être un peu plus, toutes choses étant égales, au Québec. Puis on a probablement une ambition au Québec de le faire qui est peut-être un petit peu mieux soutenue par l'écosystème. On va y revenir dans la période de questions. Je regarde pour être sûre de ne pas trop parler avant les questions. Donc, l'autre élément très important de ce concept de nos recommandations, c'est de dire qu'on ne se sortira pas de cette crise, surtout quand on regarde, mais cette crise-là apporte des opportunités importantes parce qu'il est clair que les gouvernements, que ce soit le gouvernement du Québec ou le gouvernement canadien ou d'autres gouvernements provinciaux, vont arriver avec des programmes d'investissement substantiels sur le plan public. Alors, comment on s'organise pour que ces programmes-là soient dans des secteurs porteurs et qu'ils viennent aussi créer un effet de levier sur les investissements privés parce qu'on voit qu'un des enjeux de la compétitivité des entreprises canadiennes et de l'économie canadienne, c'est le niveau d'investissement privé qu'on a ici qui est un petit peu plus bas au Canada par rapport à d'autres pays, notre capacité de commercialiser l'innovation qui est à certains moments un enjeu et donc comment on peut, par un partenariat renouvelé public-privé, corriger finalement ces défis d'avant la crise. Et bien entendu, comment on est capable de se donner une perspective d'un cadre budgétaire, fiscal, financier, en termes de finances publiques, qui soit rassurant, tout en comprenant qu'on ne vise pas des surplus l'année prochaine. Mais ça nous prend quand même certaines cibles, un cadre budgétaire qui va nous permettre, au fond, de pouvoir retrouver, je dirais, une certaine gestion de nos finances publiques qui soit rassurante pour, au fond, l'ensemble des investisseurs. Et bien sûr, on veut maintenir notre cote de crédit. On va aller à la prochaine diapo parce que cette idée de la stratégie industrielle dont je viens de vous parler avec les 4 piliers, au-delà des idées, c'est qu'on a regardé comment on pouvait y structurer sur les 4 piliers à partir de tous les secteurs industriels du Canada un programme d'investissement public d'environ 100 milliards de dollars d'ici 2030 qui serait associé à un programme d'investissement privé, donc qui viendrait des entreprises à travers les thèmes par leurs investissements d'à peu près au moins 100 milliards de dollars. Et donc, vous voyez sur l'écran
le principe de dire voici l'impact, franchement, de cette crise, et on voit la chute extrêmement brutale sur l'horizon 2020 de la croissance économique, et on voit la reprise se faire. Alors, comment, par cette politique industrielle, par ce programme d'investissement structurant public-privé, on est capable d'ajouter un niveau de croissance industrielle additionnel qui, dans l'horizon de 2030, d'après nos calculs préliminaires, serait de l'ordre, et là, on fait confiance au ministère des Finances provinciaux et fédéraux pour raffiner tout ça, mais on est capable de rajouter 1% de croissance économique, ce qui signifierait, grosso modo, à peu près 300 milliards de dollars annuels dans l'horizon de 2030, ce qui nous permettrait de mieux rebalancer notre PIB, notre croissance avec le niveau de dette qui va être induit évidemment par les grands programmes de soutien. Dernière diapo. Alors, la prochaine diapo. En fait, le ton du rapport, là, je dois dire probablement qu'on en a fait un petit peu plus que la commande, dans le sens que je pense que la commande de départ était plus de se donner une vue sur les enjeux à travers le Canada, mais quand on a fait nos consultations, les gens nous parlaient des enjeux, mais rapidement nous donnaient des solutions. Donc, nous, on s'est dit, on ne gardera pas ça pour nous, on met ça dans le rapport et au fond, on en fait un rapport qui est ouvert. Puis j'aurais tendance à vous dire que ce rapport-là, ce n'est pas le mien. J'y ai contribué, mais si vous trouvez qu'il y a des bonnes idées là-dedans, bien, vous les prenez, vous les partagez. C'est vraiment un collectif de tous ceux et celles qui nous ont donné des inputs. Et ce qu'on conclut à ce niveau-là, c'est que je pense que c'est ambitieux, c'est assez audacieux parce que le Canada n'a pas comme tel de stratégie industrielle articulée. On a des stratégies génériques sur des thèmes comme l'innovation, la formation, ce genre de choses-là. Mais là, on est beaucoup plus spécifique dans la proposition, sans prétendre qu'on a complètement raison. L'important ici, c'est d'encourager le gouvernement canadien à se donner une vision économique audacieuse, ambitieuse, et ensuite, surtout, peut-être que c'est ça qui est le plus important, qu'on se donne un plan d'action pour qu'on passe à l'action. On a constaté qu'il y a eu de merveilleux rapports qui ont été faits depuis 15 ans, mais ce n'est pas tout à fait vrai qu'on est passé à l'action. Et donc, on espère que cette fois-ci, bien, ce rapport-là pourra faire œuvre utile en termes d'idées, mais peut-être la partie la plus importante, qu'on soit capable, et c'est pour ça que je suis contente qu'on puisse se parler aujourd'hui, comment on s'organise pour qu'on soit capable d'amener nos gouvernements à passer à l'action d'une façon bien ciblée. Alors, merci. J'ai maintenant terminé la présentation. Je vais simplement vous dire quelques mots pour mettre la table à la période de questions, vous disant que je crois qu'il y a plusieurs des éléments qu'on a placés dans ce rapport-là qui s'appliquent quand même assez bien au Québec, parce que les forces du Québec, que ce soit dans finalement les ressources naturelles, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit dans les technologies propres, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le manufacturier innovant, il y a des éléments de parallèle qu'on peut faire. Je dirais même qu'à certains moments, on a peut-être un petit edge, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer ça? Deuxièmement, notre écosystème financier, même si les grandes banques canadiennes sont plutôt installées sur Toronto, on a quand même un secteur financier robuste, que ce soit avec la Nationale, avec Desjardins, nos compagnies d'assurance, la Caisse de dépôt, Fonds de solidarité, Fonds d'action, etc., etc., etc. Et on a un Investissement Québec et un gouvernement du Québec qui ont une approche, je dirais, interventionniste, un petit peu plus organisée. Alors ça peut être un grand avantage pour donner du momentum à la relance. Et finalement, quand je regarde la grande région de Québec, on a, que je connais quand même un petit peu compte tenu de mes activités chez Desjardins, on a des personnes, des ressources humaines qui sont bien formées. On a de très belles institutions d'enseignement et de recherche
Et il y a un écosystème, franchement, de manufacturiers innovants et d'entreprises du savoir qui, en fait, moi, me donne énormément confiance. Donc, oui, on fait face à, je dirais, de très grands défis. Puis on est content de commencer à constater que la campagne de vaccination va faire son progrès. Mais je crois que si on travaille bien tout le monde ensemble, avec une approche renouvelée privée-publique, avec une vision économique robuste, moi, je crois que ça devrait nous aider à nous repositionner encore plus fort. Puis je vais mettre de l'avant, on pourra en parler avec Carl, dans une vision environnementale, responsabilité sociale qui devrait nous distinguer au Québec. Alors, je m'arrête là-dessus. Je me tourne maintenant vers vous, Carl. Oui, alors, merci beaucoup. Écoutez, je voudrais, Steve l'a fait tout à l'heure, mais merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois d'être avec nous aujourd'hui puis de partager les grandes lignes là, du rapport qui a été fait avec vous et avec votre comité. Écoutez, je vais débuter peut-être avec un mot. Lorsqu'on a parlé, Steve et moi, qu'on voulait que vous soyez avec nous à Québec pour partager votre rapport, c'est toujours, on l'apprécie, puis j'avais probablement sous-estimé une chose. Il a fallu quand même que je lise l'ensemble du rapport. Alors, je vais premièrement vous féliciter parce que la lecture du rapport, il est excellent. On y trouve, comme vous l'avez mentionné, des bonnes idées, des bons éléments sur lesquels on doit s'inspirer pour nous aussi réfléchir sur comment on va repenser, relancer notre économie. Et vous avez fait référence, je vais débuter avec ça lors de votre présentation à quelques reprises, mais on en a parlé aussi lorsqu'on s'est rencontrés. Comment on peut s'assurer, comment vous pouvez vous assurer comme comité, justement, que le rapport va être mis en action? J'aimerais ça, vous en avez fait un peu référence, mais est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin? Et puis, lorsqu'on voit déjà certaines des choses qui ont déjà été annoncées par le gouvernement fédéral, on voit déjà que votre rapport est en mouvement, est en train de se mettre en place, mais on peut aller un peu plus loin sur comment vous voyez pour s'assurer, comme on dit, que ça ne sera pas tabletté, mais que ça sera pris en considération? Bien, je dirais que ma plus grande, en fait, fierté et celle aussi de mes collègues, là, puis on a parlé de ça d'ailleurs ensemble, c'est pas de dire on reçoit là un beau diplôme en disant merci beaucoup, vous avez fait un très beau rapport, on est très content, blablabli, blablabla, mais beaucoup plus, puis on n'a même pas besoin de référer que c'est notre rapport au fond qui a stimulé l'affaire, mais de constater qu'au fond, on va chercher des idées. Donc, plus les idées vont être au fond ramassées et intégrées dans ce que j'appellerais les propositions des autres, le mieux ce sera. Ça sera au fond un peu la gage du succès. C'est un peu ça des fois, hein, quand on réfléchit au leadership, ce n'est pas nécessairement toujours ce que l'on dit, mais c'est ce que les autres finissent par dire en disant, bien, finalement, je suis très heureux de vous dire telle chose, puis de pouvoir avoir inspiré cette discussion-là. Donc, moi, je suis très à l'aise avec ça. C'est la raison pour laquelle j'apprécie tant qu'on puisse se parler aujourd'hui. Puis je fais un appel à ceux et celles qui sont avec nous. Si vous trouvez qu'il y a des bonnes idées, prenez-les à votre compte, puis vous en parlez. Vous avez quand même certains ministres fédéraux, provinciaux qui sont autour de vous. Bien, pas de problème. Prenez les idées à votre compte, vous en parlez. C'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on fait, Carl, avec, entre autres, la Chambre de commerce du Canada, qui a d'ailleurs décidé de lancer, puis je vous lance ça d'ailleurs comme idée, puis j'ai eu plusieurs discussions préalables avec eux, et puis évidemment, je me suis donné un petit devoir de réserve. J'agis comme aviseur stratégique, mais c'est d'autres personnes. Ils ont décidé de former un comité aviseur sur la relance économique suite à la COVID. Et puis, ils ont tout un groupe de gens sur lesquels ils ont décidé de dire, bien, ils ont pris la structure du rapport. Puis moi, ça va me faire plaisir de vous envoyer. Il y a encore toutes sortes de détails là-dedans. Ils ont pris la structure pour organiser 3 groupes de travail, essentiellement du secteur privé, pour dire, nous autres, il y a 3, 4 affaires qu'on aime là-dedans. On va s'y mettre. Et dans certains cas, on va mettre de la pression. Et c'est ce que l'on fait à travers le Canada.
J'ai fait la même chose avec les collègues, avec l'Alberta Business Council. J'ai fait la même chose avec Vancouver. On fait la même chose avec le Business Council du Canada dans 2 semaines. Donc, puis on le fait aussi sur une base sectorielle la semaine prochaine, à titre d'exemple, avec tout le secteur des sciences de la vie et pharmaceutique, qui est un sujet extrêmement important. Puis là, on vient de réaliser l'impact de ce qui s'est passé à toute fin pratique avec des politiques publiques qui ne nous ont pas permis de garder cette espèce d'avantage stratégique qu'on avait dans ce secteur-là et qu'on va vouloir rebâtir maintenant. Alors, je pense que les membres du conseil, on s'est dit, on va en parler, on est disponible, on fait ça finalement chacun dans nos réseaux respectifs. Puis je pense que c'est pour ceux et celles qui nous entendent, qui ont un intérêt, de pouvoir aller de l'avant et mettre la pression. On sait très bien que nos leaders politiques, avec tout le respect qu'on a pour eux ou pour elles, réagissent en général à la pression et aux voix que nous portons. Alors, voilà. Bien, merci, je pense que c'est bien entendu. Puis de notre côté, à nous, on vient de débuter, entre autres, avec la Chambre de commerce, notre initiative qui est Cap sur la croissance. Alors, soyez certains que les secteurs qu'on a privilégiés, et lorsqu'on va parler de repenser, de relancer, bien, on va s'inspirer de vos travaux. Un des éléments que vous avez pu aussi être à même de constater, qui, en tout cas dans la région de Québec, un élément important dans la relance, dans repenser, c'est tout le volet au niveau du talent. Et j'aimerais vous entendre parler pour voir comment on peut, entre autres d'un côté, susciter l'intérêt des gens vers le volet de l'innovation et de l'autre côté, comment on pourra être capable d'attirer au Canada des talents et par la suite dans nos régions respectives, dans ce cas-ci, dans la région de Québec. Il y a 2 volets, en fait, effectivement, à la question. D'abord, qu'est-ce qu'on fait avec nos talents actuels qui sont avec nous? Et puis, ce que la crise nous permet d'observer, puis là, bien, il y a aussi un volet que je qualifierais aussi, il y a eu cette semaine la Journée internationale de la femme. C'est sûr que, si je me permets peut-être de faire cette petite parenthèse très importante, c'est vrai que les femmes, les jeunes, certaines communautés aussi ont été plus lourdement affectées de la crise. Pourquoi? Très souvent, parce que ces personnes-là étaient dans des postes d'entrée. Deuxièmement, souvent parce que ces personnes-là se retrouvaient dans des secteurs qui ont été très affectés. Donc, le secteur du tourisme, l'hospitalité, et puis, dans certains cas aussi, plusieurs femmes se retrouvent dans des secteurs du service pour lesquels il y a eu des contraintes, que ce soit au niveau de l'éducation ou du secteur de la santé. Et puis, l'autre élément aussi, et ça, c'est une différence du Québec dont j'ai parlé à une activité sur le plan canadien lundi. Bien, les femmes, toutes les familles se sont retrouvées, pour ceux et celles qui ont des enfants, avec une contrainte d'être à la maison, puis en même temps de faire la garderie, puis toute l'affaire. Alors, très souvent, ça a affecté un peu plus les femmes, mais au moins au Québec, on a cet avantage de services de garde, etc., qui est beaucoup plus avancé que ce qu'on a dans le reste du Canada. Et je pense que le reste du Canada va bouger. Alors, mais si je reviens à ça, un des points qui m'apparaîtrait très important, puis c'est un message à toutes les entreprises aussi, c'est comment on s'organise pour pouvoir augmenter, il y a un mot en anglais, là, le reskilling et le upskilling. Je n'aime pas les mots anglais, mais je vais les utiliser ici parce qu'ils résument bien l'affaire au niveau formation de nos employés. Et puis comment, particulièrement sur le volet technologie, sur le volet digital, on est capable finalement de profiter de l'opportunité pour pouvoir renforcer finalement les capacités de nos gens. Puis ce n'est pas juste de dire, écoute, ça va être des coûts additionnels. Je vois ça, moi, comme des investissements additionnels. Puis d'ailleurs, on a interpellé dans nos recommandations au gouvernement fédéral pour augmenter, mais ce n'est pas simple, augmenter d'une façon substantielle ce que j'appellerais un programme de upskilling, pas juste pour les femmes, mais pour tout le monde, dans le volet digital technologie,
Mais évidemment, même si on augmente le funding du programme fédéral, là, après ça, il faut que ça marche avec les provinces. Puis là, au-delà, l'autre facteur aussi, c'est qu'au-delà des provinces, pour qu'on ait du succès, ça prend un meilleur partenariat avec les entreprises. Donc, comment on peut, et ça, j'ose espérer qu'au Québec, là, on va prendre une zone de leadership. Tantôt, je disais qu'on voit que le privé va peut-être collaborer aux efforts de vaccination et de testing. Bien, moi, je pense que la crise nous fait réaliser qu'on peut redéfinir un meilleur partenariat privé des entreprises avec les institutions d'enseignement pour qu'on soit capable d'avoir une formation qui est beaucoup plus, en fait, alignée sur les besoins des entreprises que d'une formation générique. Et ce que j'ose espérer, c'est qu'on saisisse cette opportunité-là au Québec. Avec nos établissements secondaires, avec nos cégeps, voire les universités, pour qu'on se permette des petits pilotes. Puis on a la possibilité de le faire à distance. Donc, comment on peut amener plus d'innovation pour accélérer, parce que l'innovation d'une entreprise, elle passe par l'innovation finalement des personnes qui la composent. Et donc, comment est-ce qu'on est capable de faire une poussée à ce niveau-là, sachant aussi que de façon générale au Canada, notre niveau d'innovation, puis c'est vrai au Québec, est un peu plus bas, puis notre niveau de formation est aussi un peu plus bas. Donc, je me dis, prenons l'opportunité de la crise, puis j'espère que le prochain budget, puis je peux dire que j'ai des conversations à cet effet-là là-dessus, on va essayer de mettre de l'argent, et en tout cas, je sens que cette recommandation-là, qui était la première dans notre relance, c'est celle qui est la plus haute actuellement avec les infrastructures. Ouais. Et donc, j'espère qu'après ça, une fois que les argents vont être annoncés, bien là, après ça, il faut que les entreprises et les partenaires que vous êtes avec la Chambre de commerce, vous le prenez puis vous faites arriver des pilotes. Puis je dirais aussi, donc ça, c'est un volet. Sur le volet des talents étrangers, oui. Et ça, écoutez, moi, je travaille honnêtement là, avec plusieurs entreprises internationales. Donc, bien que j'adore le Québec, puis que le Québec, c'est mon cœur, c'est sûr, il y a tellement de gens. Puis là, je reviens à quelques voyages que j'ai faits finalement avant que la crise se passe en 2020. Je suis allée en Inde, différents pays d'Europe. Bon, écoutez, il y a un enthousiasme, finalement, de tellement de jeunes à venir au Québec. Il faut qu'on soit capable de mieux saisir ça, malgré toutes les autres. Et la question du français ne devrait pas être quelque chose qui nous empêche de bouger, tout au contraire, mais ça nous oblige à mieux réfléchir comment, quand on va chercher ces talents-là, avec les entreprises avec lesquelles on va les faire travailler, parce que l'idée, c'est de les former, mais après ça, c'est de les garder. Comment on est capable de pouvoir mieux, j'aime pas le mot intégrer, parce qu'intégrer, on met ça comme dans une soupe, là, mais comment on est mieux capable de faire en sorte qu'ils fassent partie de notre société en parlant au moins 3 langues. Parce que généralement, ils vont arriver avec l'anglais puis leur langue d'origine. On rajoute le français, c'est extraordinaire. Puis comment est-ce qu'on est capable de pouvoir, dans justement un programme de formation mieux aligné, on est capable de faire arriver ça. Mais ça, là, on a beau en parler généralement, la seule façon de faire arriver ça, de mon expérience, là, c'est sur le terrain. Puis de prendre une entreprise, je ne veux pas nommer des noms de belles entreprises de Québec, là, je pourrais en nommer quelques-unes, mais je vais laisser ça discret. Mais je vois déjà quelques entreprises que j'admire beaucoup qui sont capables de pouvoir faire arriver ça. Puis si chacun, on en prenait un certain nombre, soit sous forme de stagiaires ou de programmes dédiés, ça aurait un effet d'entraînement.
Sur un autre volet, vous avez regardé des expériences de différents pays que vous avez mis dans le rapport, entre autres celui de l'Allemagne, puis il y en a d'autres, mais est-ce qu'il y a des éléments parce que quand on regarde l'autre volet où vous avez priorisé des secteurs comme la plupart des autres pays l'ont fait de l'avant, oui, avec aussi des initiatives particulières, est-ce qu'il y a quelque chose qui a ressorti d'un des pays que vous avez dit, ça, c'est vraiment un des éléments qu'on veut reprendre dans notre document? Bien, de façon générale, dans un premier temps, Carl, la réponse à ça, c'est oui. On a vu que l'Australie, la Corée, la Chine, bien entendu, écoutez, la Chine a bien des défauts, mais force est de constater qu'ils ont une stratégie, un plan long terme, la route numérique. D'ailleurs, on parle d'un concept d'un réseau boréaliste qu'on pourrait faire au Québec, au Canada, qui, en fait, serait un peu l'équivalent de ce que la Chine a réfléchi. La France, l'Allemagne, Israël, ce sont tous des pays qui se sont comme positionnés avec une orientation très, très claire sur des thèmes stratégiques. Mm-hmm. Puis, je dirais que si je regarde le Québec, je pense qu'il va y avoir un moment avec le prochain budget parce que ce que j'aime du Québec actuellement, il y a quand même une philosophie, appelons ça privé, public, une philosophie d'affaires assez ouverte qui est très positive, oui, que je qualifierais d'opportunistique, qui est quand même un mauvais terme français, là, mais bon. Mais si on était capable de garder ça, puis de lui associer une vision économique sur nos forces, puis les forces, c'est quoi? C'est nos ressources naturelles. Mais nos ressources naturelles, on les exploite, mais on n'est pas les premiers si je prends le domaine de la forêt, à titre d'exemple, on n'est pas les premiers dans des niveaux sophistiqués de transformation et d'innovation. Mais on est capable de le faire. Surtout quand on regarde à Laval avec toute l'expertise qu'il y a à ce niveau-là. Écoutez, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas des leaders. Je prends cet exemple-là. L'aérospatiale, ça en est un autre. L'aérospatiale, ce n'est pas juste Bombardier, c'est bien plus que ça. Mm-hmm. Puis, c'est pas vrai que c'est tous les pays dans le monde qui peuvent construire un avion. Le Canada et le Québec, en fait, on est probablement parmi les 10 pays dans le monde qui sont capables de construire un avion. Alors, je m'en vais avec quelques exemples anecdotiques pour dire que ça prend une certaine vision économique dans un premier temps, puis les pays qui réussissent le mieux, ce sont ceux et celles qui se sont donné cette vision-là. Puis, ce qui nous a beaucoup inspiré, l'Allemagne est intéressante. Pourquoi? Pour quelques raisons. D'abord, sur l'angle de la formation. Ils ont cette espèce, c'est quand même un pays où les considérations sociales sont très importantes. Puis un dialogue social, les syndicats, gouvernement, etc. Puis bon, il y a des éléments qui ressemblent en fait au Québec là-dedans. Mm-hmm. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont donné un peu plus de flexibilité avec leur équivalent ministère de l'Éducation pour mieux aligner les besoins de formation avec les besoins des entreprises. Et donc, ça, je pense qu'il y a vraiment là une meilleure pratique à aller chercher, puis plus de flexibilité à aller chercher ou d'ouverture du point de vue du ministère de l'Éducation, numéro 1. Numéro 2, leur façon aussi de commercialiser l'innovation, parce que les deux vont ensemble. Hein? Quand vous avez une formation qui est plus pointue avec vos gens sur le terrain, ça va nécessairement créer une opportunité d'innovation concrète. Mm-hmm. Puis là, il y a une mécanique avec ils ont aussi un système, le Fraunhofer, qui permet d'accélérer la commercialisation. Je pense qu'avec les CCTT qu'on a ici, on a ce qu'il faut, mais il y a comme en fait une poussée additionnelle à aller chercher. Mais ça ne peut pas se passer sans que le secteur privé et les entreprises prennent le leadership. Très souvent, on attend du gouvernement, mais ici, là, moi, je pense que le début de la locomotive va être le secteur privé.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Puis peut-être un des éléments que vous aviez fait, puis qu'on voulait aller un petit peu plus loin, c'est votre ESG, donc environnement, social, gouvernance, Oui. qui, tant qu'à moi, est un des piliers importants justement dans où le Canada peut faire des choses, où on a des forces, puis on peut continuer d'innover. Alors, j'aimerais ça peut-être que vous nous en parliez un peu plus sur votre vision sur ce volet-là d'un des 4 piliers que vous aviez dans votre document. Bien, moi, je pense qu'il y a eu une évolution extrêmement importante quand on regarde ça là, des 3 à 5 dernières années sur tous les, appelons ça la RSE, responsabilité sociale environnementale, ou ESG, environnement, social et gouvernance. Il y a bien des façons de l'articuler. Puis c'est très, très clair que les investisseurs institutionnels actuellement sont très interpellés puis mettent de la pression. Alors qu'on regarde les BlackRock, qu'on regarde la Caisse de dépôt, qu'on regarde Temasek à Singapour, ils ont tous pris des engagements très clairs à ce niveau-là. Puis je pense qu'il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut le voir au contraire comme un effet de levier important pour les entreprises qui vont être capables d'embrasser rapidement, parce que de toute façon, c'est incontournable avec les changements climatiques, c'est incontournable quand on pense au rôle des entreprises dans la société, puis ça ne nous empêche pas d'avoir des entreprises qui sont Je ne sais pas si je suis disparue et si je suis revenue. Oui, vous êtes revenu. Bon, d'accord. J'ai été assez rapide avec vos collègues pour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc Non, c'est juste moi qui a dû, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis sur je devrais être là, mais j'ai pris la grande majorité excusez-moi, j'ai dû me rebrancher, mais je pense que j'ai eu à peu près, je vous entendais, mais je ne voyais plus. bon. Donc, Alors, excusez-moi. il n'y a aucun problème. Donc, tout ça pour dire qu'on a des avantages structurels importants. Et je crois que ce soit dans le domaine de l'énergie, des technologies propres, quand je regarde aussi les engagements que nous avons sur tout le volet social, sur le volet diversité et inclusion, on a les ingrédients qu'il faut pour pouvoir se positionner et continuer de renforcer notre positionnement. Et je crois que ça, c'est un élément qui va, à un moment donné, intéresser encore plus les grands investisseurs et donc l'arrivée de capital additionnel au Québec et au Canada. Mais pensons au Québec dans un premier temps. Maintenant, est-ce que je constate, je dirais, de toutes les entreprises, un enthousiasme à s'inscrire de façon positive et non pas dans une façon contraignante? Je pense qu'il y a encore du boulot à faire à ce niveau-là, franchement. Moi-même, je me suis beaucoup intéressée à la question. Je suis partie avec ces réflexions-là, si je retourne il y a 4-5 ans, très souvent plus comme étant une contrainte, en me disant, c'est une contrainte qu'on va devoir respecter dans les portefeuilles, etc. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, là, je le vois exactement à l'inverse. Je le vois comme un avantage stratégique extrêmement important. Puis juste pour l'anecdote, avec Fiera, on est en train de regarder actuellement. On a déjà un positionnement responsible investing ou investissement responsable très important avec une équipe assez large qui regarde ça pour nos portefeuilles. On vient de lancer cette semaine un conseil diversité, inclusion, équité que d'ailleurs je préside avec d'autres. Et on est en train de vraiment réfléchir à savoir que ça va être un élément pour nous extrêmement important de la différenciation de notre proposition. Parce que quand on discute avec nos clients, les fonds de pension et même certains investisseurs dans nos fonds privés, en gestion privée,
sont de plus en plus exigeants à cet égard-là. Donc, moi, je pense que ça devrait être un volet d'opportunité à saisir parce que le Québec est particulièrement bien positionné à cet effet-là, naturellement, dans notre écosystème, autant sur le plan social que sur le plan environnemental, tout en reconnaissant qu'on a du boulot quand même à faire, là. Je vois le temps qui file. J'aurais plein d'autres questions, puis on aurait dû avoir un peu plus. On pourrait continuer pendant un des heures, mais j'en ai une ou deux, puis on verra, puis je vous laisse choisir. Puis j'en avais une sur le Buy Québec, Buy Canada versus le Buy US, Buy American. Oui. Puis l'autre, c'est tout le volet du numérique. Alors, je vous laisse choisir. Si vous allez un petit peu plus loin, on vous donne 2-3 minutes, puis après, on passe à la fin, mais je vous laisse aller. OK. Alors, la question du Buy America, c'est la raison pour laquelle on est arrivé avec le besoin, le concept. Le Buy America, c'est une forme de politique industrielle. Et donc, c'est ça qu'on met au cœur du rapport. Le moment est venu pour le Canada de continuer d'être gentil, sympathique, mais le moment est venu de se positionner avec une politique industrielle. Appelons ça comme on veut, Buy canadien ou appelons ça un programme d'investissement stratégique, peu importe le titre, là, mais voilà en fait l'esprit du rapport. Et d'une certaine manière, je crois qu'on peut le faire tout en respectant le concept des accords de libre-échange. Puis c'est la même chose pour le Québec. Alors ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on voit que notre voisin américain a décidé d'agir fortement et on voit l'impact que ça va avoir sur la croissance de l'économie américaine. Cette semaine, l'OECD est sorti avec finalement une mise à jour de ses perspectives de croissance. Donc, je crois qu'on est dans un contexte où des investissements publics bien réfléchis, bien structurés à l'intérieur d'une vision pas juste court terme, mais à moyen terme, c'est ce qui est attendu des marchés. Alors, je pense que ça, on doit procéder. Et je crois que le numérique, il y a là quelque chose sur lequel on doit continuer de faire des progrès au Québec. Et puis, quand j'étais chez Investissement Québec, on avait lancé l'idée du manufacturier innovant. Je sais que vous avez embarqué là-dedans. Moi, là, j'encourage le mouvement numérique, mouvement manufacturier innovant. On a la capacité humaine au Québec d'être de très bien se positionner. C'est juste une question. Puis je crois que nos pouvoirs publics vont être au rendez-vous. Je vais compléter sur 2 points. Du point de vue des entrepreneurs, je sais que, puis des gens qui gèrent les entreprises, je sais que la crise est difficile, elle est exigeante. Mais il va y avoir des fonds publics extrêmement importants disponibles. Donc, il faut le voir en opportunité, puis je vous encourage à être à l'aguet puis à vous positionner. Puis je pense que Québec international, comme la Chambre, vous avez un rôle extrêmement important de favoriser l'écosystème à ce niveau-là. Je crois aussi, et ça je l'espère, c'est un message un peu différent, que la crise nous a amené à réaliser qu'on peut travailler autrement. Et je crois qu'il va y avoir des opportunités extrêmement importantes pour nos gouvernements, pour nos services publics, pour nos services gouvernementaux, d'innover, d'innover, de se transformer, d'amener peut-être un petit peu plus du privé là-dedans, puis d'amener aussi une numérisation, puis une technologie, puis une innovation. Il n'y a aucune raison que nos services publics ne soient pas au même niveau que les services dans le secteur privé. Je pense que le gouvernement du Québec se débrouille assez bien avec son programme de vaccination puis son Clic Santé. Bien, prenons ce momentum-là pour arriver à une transformation puis à un renforcement des capacités d'innovation de notre secteur public québécois, allié avec une présence du secteur privé québécois. Je pense qu'on va être en très bonne forme pour une belle reprise. Merci. Je recède la parole à Steve. Steve, je te cède la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Carl. Merci, Madame Leroux, pour cette belle conférence. Merci pour votre ouverture lors de la période de questions avec Carl. Ça a été extrêmement intéressant. Comme toute bonne conférence, j'aime bien prendre quelques notes, mais aujourd'hui, les notes, c'est plus des mots. Des mots qui sont un peu la voie du succès pour une relance. J'ai entendu expertise, l'expertise qu'on a ici, la collaboration, l'ouverture, être stratégique, partage. Puis votre voix aujourd'hui, pour moi,
a été rassurante. Vous arrivez avec une voix rassurante qu'on est capable ensemble d'y arriver. C'est vraiment un des mots que je retiens le plus. Alors, merci sincèrement au nom de toute la communauté d'affaires de Québec d'avoir été avec nous aujourd'hui. En terminant, je me permets de te remercier aussi, Carl, pour tout ton engagement et toute ton implication dans la communauté d'affaires de Québec. Autant toi que toute l'équipe de Québec International. Ça passe par vous pour une bonne relance économique puis pour sortir de la crise. Alors, merci de votre implication. Je m'en voudrais d'oublier mon équipe à la Chambre de commerce qui a travaillé pour l'événement de ce midi. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Ça a été vraiment agréable. Puis on se dit à une prochaine. Bye bye. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.